Bienvenue tout le monde dans l'épisode d'aujourd'hui. Yann n'est pas là, donc vous êtes avec moi et Joey, mais on a un invité pour parler de ce qui s'est passé vendredi passé avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Donc, on sait, c'est un bureau quand même où il s'est passé plusieurs choses depuis Monica Lewinsky. Donc, il y a eu quand ça a éclaboussé l'actualité, peut-être autant que ce qui s'était passé à l'époque. Donc, on va en discuter aujourd'hui avec Jean-François Caron. On va revenir juste après cette interlude musicale. Salut JF, ça va? Ouais, vous autres? Yes, très bien. Écoute, qu'est-ce que vous diriez si on faisait, pour mettre, parce que probablement beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, je mettrais quelques instants de ce qui s'est passé dans le bureau ovale. Donc, tout a commencé à... Bon, bien, si on refait un mini récapitulatif juste avant que je passe l'extrait, donc, il y avait eu des pourparlers dans les heures précédentes, les jours précédents, entre l'administration Trump et l'Ukraine pour une entente sur l'accès aux terres rares. Donc, qui s'est inscrit dans toutes sortes de déclarations un peu lunaires, là, où Trump a dit que Zelensky est un dictateur. Puis bon, les gens ont suivi un peu cette partie-là de l'actualité. Zelensky devait venir à la Maison-Blanche pour signer, en tout cas, c'est ce qu'on s'était fait dire officiellement, l'entente qui était une forme de paiement d'aide ou de retour entre guillemets sur investissement pour l'aide que les États-Unis avaient fournie à l'Ukraine dans les 3 dernières années. Et là, ils ont tenu une conférence de presse à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, où il y avait plein de gens qui étaient là, dont Zelensky. Et ça a rapidement tourné au vinaigre. Donc, je présente quelques instants parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu ça. Donc, ça a donné ce qui suit. This thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. All right, one more question. Hey, I will respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied it. Donc ça a été le début. Puis après ça, pendant les 6-7 minutes qui ont suivi, le ton a pas mal monté. Ça s'est mis à déraper pas mal. Et là, Trump il a dit genre, tu viens ici, tu nous manques de respect, tu n'as aucune reconnaissance envers l'aide que les Américains ont donnée. Je ne sais pas, Jean-François, si tu veux expliquer un peu là, ce qui s'est dit dans cette période-là. On ne peut pas le faire jouer au complet, vous comprenez. Là, mais... C'est ça. Puis, si je peux juste rajouter avant que Jean-François y aille rapidement, c'est que là, on parle d'un échange qui a duré peut-être 7-8 minutes que tout le monde a vu dans 36 millions de clips de 30 secondes, mais on parle d'un échange qui a duré quasiment 40-50 minutes avant. Ouais, ça a duré 50 minutes. C'est ça, c'est pas juste une histoire, ils sont rentrés et ont commencé à se taper dessus, même pas 2 minutes après. Il y a quand même une genre de crescendo de tout ça. Là. Mais c'était à la fin. C'était à la fin. Puis, en tout cas, il y a une théorie qui circule en ce moment que, en tout cas, ça aurait été fait délibérément de la part de Zelensky pour faire déraper c'est l'entente là, sur la cogestion des terres rares. Là. Et l'inverse, c'était aussi. Ouais, mais ça, j'y reviendrai, mais je pense que ce qu'on a vu vendredi, c'est qu'on a affaire là, à deux mondes
qui sont sur des planètes là, complètement irréconciliables. Là. Vénus et Mars, un peu comme l'homme et la femme. Là. D'une part, vous avez le monde réel dans lequel Trump se trouve. Puis le monde réel, on analyse la réalité, dans ce cas-ci, ce qui se passe sur le champ de bataille, la réalité militaire. Puis ils en concluent, comme beaucoup d'autres personnes ont conclu aussi, que l'Ukraine ne va pas être en mesure de récupérer militairement les territoires qu'ils ont perdus depuis 3 ans. Donc, le 20% de territoires perdus, ils vont pas le récupérer par des voies militaires. Et que si la guerre continue, l'Ukraine va tout simplement continuer à perdre encore et encore du territoire. Des milliers de jeunes hommes vont mourir en pure perte. Donc, c'est dans ce contexte-là que les États-Unis, Trump, Vance, veulent mettre un terme à ce conflit-là qui ne sert plus à rien, qui ne peut plus être gagné, remporté par des voies militaires. Donc, ça passe par des calculs froids, des calculs amoraux, où on prend pas en considération les aspects moraux de la chose. Donc, l'idée, c'est juste l'efficacité. Puis dans le cas des États-Unis, ben c'est aussi cette perspective-là qui est à l'avantage de leur intérêt national. Puis de l'autre côté, ben, vous avez l'empire du bien, que je définis comme ça là, dans un texte en fin de semaine dans Libre Média. Ça, c'est un monde là, qui ancre ses décisions dans le devrait être, dans le normatif, puis qui se fixe là, des objectifs qui sont complètement irréalistes, avec des stratégies qui sont complètement mésadaptées à la réalité sur le terrain. Donc, dans le cas de l'Empire du bien, c'est quoi les objectifs qu'ils recherchent? C'est ni plus ni moins que de faire tomber le régime de Vladimir Poutine, que l'Ukraine revienne à ses territoires de pré-2014, que l'Ukraine se joigne à l'OTAN. Ça, c'est les objectifs là, de l'Empire du bien, alors qu'on s'entend que c'est des objectifs qui sont absolument pas atteignables, qui sont pas réalistes du tout. Puis quand tu te fixes des objectifs qui sont irréalistes comme ça, tu ne peux qu'avoir une stratégie là un peu bancale, excessive, où il n'y a absolument plus aucune limite. Donc, juste dans le cas du Canada, c'est 20 milliards de dollars qui ont été envoyés à l'Ukraine. Dans le cas de l'Union européenne, on a arrêté de compter. Ils en sont rendus à combien? Dans le cas des États-Unis, bon, Trump dit 350 milliards de dollars. On serait plus près d'entre 150, aux alentours de 150 milliards de dollars, mais bref, c'est des dur à mesurer. C'est dur à mesurer parce qu'il y a des sommes directes, mais il y a aussi du matériel. Fait que là, comment tu évalues la valeur de... Puis même, ce qui est spécial, c'est que Zelensky, je ne me rappelle plus quel chiffre il avait donné, prof, mais je pense qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il avait même avoué qu'il y avait une partie de l'argent que l'Ukraine avait reçu qui était rendu introuvable. Je ne sais pas si c'était le tiers ou le quart, en tout cas un certain montant assez substantiel, qui disait que cet argent-là a disparu. On ne sait pas où c'est qu'elle se trouve. Il l'a avoué. Oui, ben, il y a un représentant polonais, je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères, je suis en Pologne en ce moment d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a dit il y a quelques mois qu'ils estimaient que de 30 à 50% de l'aide financière accordée à l'Ukraine depuis 3 ans avait été détournée. Là. Donc, c'est des sommes absolument considérables, mais lorsque tu regardes la stratégie, mais tu te rends compte qu'elle mène à rien, que l'Ukraine continue à perdre du terrain, puis que s'ancrer dans le fantasme de faire tomber le régime de Vladimir Poutine, ça n'arrivera pas. Mais pour eux, ça s'explique parce que eux, c'est le bien, puis Vladimir Poutine, c'est le mal absolu. Donc, c'est une logique religieuse. Quand toi, là, tu défends le royaume de Dieu, tu ne peux pas faire de compromis avec Satan, avec le mal absolu. Donc, ça te force là, à être dans une guerre perpétuelle jusqu'à la victoire finale. Puis c'est la raison pour laquelle les Européens puis les Canadiens continuent encore et sans arrêt à continuer à envoyer de l'aide financière puis de l'aide militaire. Ça n'arrêtera pas. C'est ça qu'on a vu vendredi dernier. Là. C'est une confrontation entre deux mondes qui sont complètement irréconciliables. Mais il y a un point sur lequel j'ai de la misère à comprendre. J'essaie là, de rester dans une posture où on veut comprendre le point de vue. Être un peu par-delà le bien et le mal. Là, je pense que tu fais le bien de le dire, qu'il y a des gens qui sont dans une vision extrêmement manichéenne, c'est le bien, c'est le mal. Puis d'un autre côté, tu as des gens qui essaient d'être un peu dans le réalisme, de dire, OK, mais ça n'arrivera pas. Voici ce qu'elle serait, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, une manière de sortir intelligemment d'un conflit. Puis, tu sais, j'essaie de me mettre dans une posture mentale pour comprendre le point de vue des autres ou les différents points de vue. Puis ce que je comprends pas, c'est qu'ils trouvent le moyen à la fois de dire qu'il est possible de revenir avant 2014, donc que l'Ukraine reprenne les territoires qui sont occupés par la Russie, incluant même la Crimée. J'ai vu des gens en fin de semaine qui parlaient de ça. Donc, ils pensent que ça, c'est possible,
Et en même temps, ils tiennent le discours que si on fait rien, demain matin, la Russie va être quasiment rendue aux États-Unis. C'est ce que Zelensky a dit lui-même face à Trump, ce qui a fait perdre complètement la boule à Trump à un moment donné. C'est cet extrait-là, ici, là, je vais vous le mettre, où il dit carrément, si vous faites rien, là, vous autres, vous avez un océan qui vous sépare, mais bientôt, les Russes vont être chez vous. Là, Ouais, vous allez le ressentir. Ouais, donc, ça va comme ça. Everybody has problems. Even you, but you have nice ocean. Don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not You have gotta- war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. feel it. Donc, il est en train de lui dire, là, autrement dit, il lui dit, si tu nous aides pas, si vous continuez pas, dans 10 ans, les Russes sont chez vous. En fait, c'est le truc, là, puis on l'entend souvent depuis 3 ans, c'est on refait le coup de Munich de 1938. Moi, c'est quoi Ça tu réponds revient. à ça, à ceux qui disent on ne peut pas négocier avec Hitler, si on négocie avec Poutine, et dans 3 ans, il va recommencer, puis éventuellement, les chars d'assaut russes vont être à Paris dans 3 ans. là. Mais moi, j'ai quasiment le goût de dire, bon, on aurait essayé, tu sais, dans le sens que, tu sais, un a la bombe nucléaire, l'autre l'a pas. Genre, OK, on essaie-tu de faire un genre d'équivalent Corée pour l'Ukraine, puis si jamais ça t'offre 2 ans, puis ensuite, si Poutine décide de faire le cap puis de partir contre l'OTAN, c'est une autre histoire, mais au moins, tant que, tu sais, je préfère bien plus essayer qu'on fait de quoi de pas pire, puis ça finit par péter après, au moins on aura fait un bout, après ça, on aura des raisons légitimes de se battre contre lui, pas juste se le pousser dans ses retranchements, puis après ça, qu'il décide de mordre de son bord. En tout cas, je suis pas un expert là-dedans, mais il me semble que... Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'en ce moment, là, il suffit de regarder la réalité. Là. Pour l'Ukraine, militairement parlant, la guerre est perdue. C'est ça qu'il faut accepter, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Puis il y a 2 options. C'est continuer la guerre perpétuelle, puis l'Ukraine perd encore plus de territoire, puis ça peut mener à une guerre nucléaire où on fait la paix. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Il n'y a que ces 2 possibilités-là. Là. C'est ça que certaines personnes refusent d'accepter. C'est comme être mauvais perdant, d'une certaine façon. Refuser systématiquement, non, on n'a pas perdu, on va continuer. Ben, à un moment donné, il faut accepter les faits tels qu'ils sont. Là. Puis l'autre chose, là, pourquoi la comparaison avec le Munich en 1938, la théorie de l'apaisement, quand les Français et les Britanniques ont signé, ont permis à Hitler d'annexer la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, pourquoi ça ne tient pas? C'est que à l'époque, les Français et les Britanniques, là, ils avaient la possibilité d'arrêter Hitler. Ils avaient les moyens matériels, logistiques Il y avait l'armée rentrer en Allemagne, envoyer l'armée, rentrer en Allemagne puis faire tomber le régime d'Hitler. Cette possibilité existait à l'époque. Or, ils ont fait un choix inverse. Le problème, c'est qu'en ce moment, là, comme je dis, la guerre, elle est perdue là, pour les Ukrainiens sur le plan militaire. Là. C'est pas une question de « on a le choix, peut-être que… » Non, on n'a pas le choix. C'est ça la différence. Oui, puis philosophiquement parlant, je veux dire, il faut quand même revenir un peu là, à la réalité. Là, c'est que 10 ans même avant de prendre le pouvoir, Hitler avait écrit un bouquin en prison suite à son coup d'État raté, dans lequel il théorisait déjà l'histoire de l'espace vital, que pour survivre, les Allemands devraient s'étendre à l'est et à l'ouest. Il parlait déjà de ça, là. Donc, il pouvait. Moi, à ce que je sache, il n'y a pas de bouquin de Poutine dans lequel il dit que son plan, c'est d'envahir les États-Unis. Là. Puis pas juste ça, prof. Je suppose qu'on s'en va avec ça. Là. Surtout, prof, on en a parlé souvent. La Russie en a perdu du monde aussi dans cette guerre-là, plus qu'on pense. Là. Fait que rendu là, à moins d'une conscription massive ou quoi que ce soit, est-ce que la Russie, à part si elle aurait le soutien d'autres puissances, ça c'est un autre débat, mais à elle seule, est-ce qu'elle peut décider de partir en mode Blitzkrieg contre l'Europe dans le temps actuel? À la limite, il y a la Biélorussie pour les backer, mais that's it. Non, la Biélorussie, c'est une brigade au maximum. Là. Ben, c'est ça. L'autre chose aussi, c'est que la Russie, matériellement parlant, là, puis en termes d'hommes, là, elle n'a pas les moyens d'entrer dans une guerre ouverte contre l'Europe. Là. Tout simplement parce que, imaginez, il y a à peu près 1,5 million de soldats, 300 000, 1,5 million de soldats qui combattent en Ukraine. Puis en 3 ans, ils ont été en mesure de capturer 20% du territoire. Ils ont pataugé dans le bout. Ils ont même à un moment donné perdu du territoire. Il y a eu une contre-offensive ukrainienne à l'été 2022 où ils ont perdu du terrain dans le sud puis dans le nord. Donc, la Russie, là, elle va devoir là, se refaire une armée, se refaire aussi une économie, parce que cette guerre-là est financée avec le Fonds souverain russe qui, depuis 3 ans, est en train de fondre comme neige au soleil. Là. Pour la Russie aussi, tôt ou tard, cette guerre-là va devoir prendre fin. Puis l'autre chose, c'est qu'imaginez, pour envahir l'Ukraine, 1,5 million de soldats,
mais pour envahir l'Europe au complet, là, les 3 pays baltes, la Pologne, puis les autres pays limitrophes, il leur faudrait combien de soldats? 1,5 million? 2 millions? Ben pour faire ça, Vladimir Poutine devrait imposer la conscription. Puis ça, dans la nature du régime autoritaire russe, là, ça serait un gage de désordre à l'interne, de possibilité de renversement de son régime par la population. Il n'est pas cave, là. Et pourquoi il n'a pas imposé la conscription depuis 3 ans? Parce qu'il le sait. Il a préféré miser sur les soldats contractuels, des contrats, puis qui leur garantit 5-6 fois le salaire moyen en Russie. Ces gens-là gagnent les soldats qui s'engagent gagnent des sommes absolument faramineuses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le choix. L'alternative, c'est la conscription. Puis pour lui, l'imposition de la conscription, ça pourrait être synonyme de la chute de son régime. Fait que les gens qui s'imaginent que demain matin, là, les chars russes vont rentrer à Berlin puis à Paris, là, encore une fois, je ne sais pas sur quelle planète là, ces gens-là vivent, là, mais c'est pas possible. La conscription, il faut juste se rappeler une chose, là, c'est que lisez des mémoires d'anciens combattants. Là, je pense notamment à un bouquin qui est très intéressant sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi du Québec, qui s'appelle « Trop loin de Berlin », où ça raconte l'histoire de prisonniers de guerre qui ont été amenés dans des camps de prisonniers au Canada. Et ces gens-là témoignent. Là, la différence entre un vrai soldat et un conscrit, là, c'est des années-lumière. C'est-à-dire que si vous commencez des opérations militaires avec des gens qui ont eu une formation à la va-vite, gardent un fusil, ça se tient comme ça, 2-3 semaines de formation à peine, versus des soldats de métier, je veux dire, ça n'a rien à voir. Là. Ça n'a rien à voir. On l'a tout vu, le film L'ennemi aux portes, là, qui est un peu quand même, tu sais, la Stalingrad, un fusil, l'autre le chargeur, puis on vous teste du lancer de grenades avec des patates, parce que justement, les grenades sont des ressources on ne peut pas se permettre d'en faire sauter pour le fun. Puis, tu sais, la mentalité du peuple russe a également changé aussi. On n'est pas à l'époque du communisme aussi, justement, quand la mère patrie, au nom du camarade Staline, tout le monde embarque, puis let's go. Puis... Justement, les gens s'imaginent qu'il y a un culte de la personnalité. Poutine, c'est comme Staline. C'est pas le cas du tout. La Russie est un État autoritaire, ce n'est pas un régime totalitaire. À l'époque de Staline, c'est un régime totalitaire. Les gens étaient prêts à mourir pour une idéologie. Dans un État autoritaire, la deal, j'ai déjà expliqué, la deal dans un État autoritaire, les gens acceptent de ne pas avoir de liberté politique parce qu'en retour, l'État leur crisse la paix. Ils ont une liberté matérielle, ils ont une liberté privée qui est quand même assez significative. Ils peuvent s'enrichir, ils peuvent s'acheter un appartement, s'acheter une bagnole, partir en voyage. Donc, tant aussi longtemps que la population russe ne subira pas les contre-coups de la guerre, ça ne va pas les affecter personnellement, ça ne va pas avoir un impact négatif sur leur vie matérielle. Ils s'en foutent là, de ce que le gouvernement fait. À partir du moment où leur vie personnelle va être affectée par la guerre, là, ça va être une autre histoire. Puis le se battre pour la mère patrie, puis le camarade Poutine, là, ça ne marchera pas comme ça a marché en 1941 avec les Soviétiques. Là. La dynamique est complètement différente. Donc, puis l'autre chose aussi, Poutine, c'est un dictateur, c'est un salaud, là. Il n'y a pas photo là-dessus. Là. Mais des deals qu'on a fait dans le passé avec des salauds, parce que ça servait les intérêts de la paix ou ça servait les intérêts nationaux d'un pays X ou Y, il y en a des douzaines et des douzaines d'exemples. Là. L'Arabie Saoudite, prof. Qu'est-ce qu'on fait depuis des décennies à être friendly avec l'Arabie Saoudite, avec tout ce qu'ils font au Yémen puis ailleurs? C'est une question de pétrole. Là, ben oui, ils dissolvent, là, ils dissouent des journalistes dans de l'acide, dans des consulats en Turquie. Là. C'est ce que l'Arabie Saoudite fait, mais ben, c'est un de nos alliés. Pourquoi? Parce qu'ils servent nos intérêts. Tu sais, Yasser Arafat, quand il a commencé sa carrière dans les années 60-70, il a commis des actes terroristes. C'est un terroriste, mais à un certain moment, il s'est transformé il est devenu, il a acquis une légitimité aux yeux des États-Unis, d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de lui, de son soutien, pour mettre un terme au conflit dans la région. Donc, on a oublié les mauvaises choses qu'il avait faites dans sa jeunesse parce que maintenant, il servait les intérêts, il y a Saddam Hussein, dans les années 80, vous avez une photo célèbre de Donald Rumsfeld, qui était secrétaire à la Défense sous Bush Junior, qui a essentiellement là, dirigé là, sur le plan politique l'invasion de l'Irak en 2003. Vous avez une célèbre photo de Rumsfeld dans les années 80, il serre la main de Saddam Hussein. Ben, à l'époque, Saddam Hussein, c'était un salaud, mais c'était notre salaud. On en avait besoin parce qu'il était en guerre contre l'Iran, puis les Iraniens, il était pire que Saddam Hussein. Puis on cherchait à se venger de ce que les Iraniens avaient fait avec l'ayatollah Khomeini qui avait renversé le régime du Shah. Donc, tu sais, des alliances comme ça se fait, ça se défait. Puis c'est ça, la vraie politique, là, c'est amoral. On prend pas en considération là, des considérations morales. Est-ce que
faire ça, ça va servir nos intérêts, oui ou non? Si c'est le cas, on le fait. Si c'est pas le cas, on le fait pas. Ben, l'exemple que tu donnais, là, il y a, en fait, c'est Jocelyn Coulon qui a donné cet exemple-là plusieurs fois, mais je trouvais qu'il était très bon dans votre podcast L'État du monde, où vous parlez de cette thématique-là. Vu que c'est la principale thématique en ce moment dans le monde, mais vous donniez l'exemple, Jocelyn parlait beaucoup de l'exemple de Chypre et de la Turquie. Donc, les Turcs, en 1974, envahissent l'île de Chypre, réussissent à s'en en prendre à peu près le 2 tiers, la moitié, grosso modo. Et depuis, la partie conquise par les Turcs n'a jamais été restituée aux Chypriotes et les relations internationales avec la Turquie n'ont fait que se normaliser depuis. Il y a même, je veux dire, il y avait des gens qui voulaient que la Turquie rentre dans l'Union européenne, voulaient qu'il rentre la Turquie dans l'OTAN. La Turquie est dans l'OTAN. La Turquie est dans l'OTAN. Pourtant, elle a commis des crimes de guerre à cette époque-là. Jocelyn en parlait. Ils ont amené des Chypriotes en Turquie pour se faire torturer. Oui. Mais puis la Grèce était aussi un pays membre de l'OTAN. Il y avait 2 pays membres de l'OTAN qui se sont fait la guerre. On a normalisé les relations avec la Turquie. On a fait tomber 2 bombes sur le Japon, qui était une culture complètement à l'inverse de l'Occident il n'y a même pas 70 ans. Ils considéraient leur empereur quasiment comme un dieu vivant. Il y avait des escouades dans l'armée japonaise que leur seul but, c'était de s'entourer d'explosifs, puis de tomber en bas des chars russes, puis de se faire sauter au nom de leur empereur. Puis on a réussi... On leur a fait tomber 2 bombes nucléaires sur la gueule, puis c'est rendu un de nos alliés aujourd'hui, puis c'est rendu une société moderne, pas parfaite, mais quand même, tu te dis, il y a toujours possibilité. Puis moi, ce qui me fait capoter, prof, c'est le principe que, je sais pas pour vous autres, mais dans l'histoire de l'humanité, quand on négocie un accord de paix ou un cessez-le-feu ou quoi que ce soit, c'est bien rare qu'on le fait qu'un allié. Hein? C'est tout le temps que son ennemi, ou ça doit même son pire ennemi à l'occasion. Fait que moi, le genre de logique, il ne faut jamais négocier avec ces gens-là, tout ça. Je peux comprendre, là, le point Godwin revient assez souvent, là, puis je comprends qu'à un moment donné, il y a atrocité par-dessus atrocité, puis le but, c'est pas de balayer ça du revers de la main. C'est pour ça qu'il y a eu les procès de Nuremberg ou quoi que ce soit. Mais le fait que si tu veux que les hostilités s'arrêtent, mais t'as pas le choix de parler à l'autre bord. Le principe de l'anéantissement total, puis la version napoléonienne, on va aller faire le siège de Moscou, là. On se rappelle ce qui est arrivé avec l'armée de Napoléon. Les Russes sont pas cons, ils ont brûlé leur propre ville pour se faire prendre. À un moment donné... Non, puis en fait, dans tout compromis, tu dis dans tout compromis politique, on doit négocier avec un pas fin, quelqu'un qui souvent nous a fait la guerre. Il y a une seule possibilité où on ne devrait jamais négocier avec un autre, c'est si cet autre-là représente le mal absolu. Donc, un individu qui met en place un régime cruel et inhumain. Donc, dans cette catégorie-là, vous avez l'hitlérisme. Donc, vous avez un auteur israélien, Avishai Margalit, qui écrit justement sur les compromis en politique. Puis il dit, donc, on a des compromis qui correspondent à une mouche dans la soupe, puis des compromis qui correspondent à une coquerelle dans la soupe. Donc, essentiellement, ce qu'il dit, imaginez vous êtes en train de cuisiner une soupe, puis vous êtes en train de tourner, de mixer votre marmite, puis vous voyez qu'il y a une mouche dans la soupe. Donc, ce que Margalit dit, les individus vont être un peu rebutés par ça, c'est un peu dégueulasse, mais la plupart des gens vont prendre une cuillère, vont enlever la mouche, s'en débarrasser, puis bon, ils vont se fermer les yeux, puis ultimement, ils vont accepter de manger la soupe, là. À contre-cœur, mais ils vont la manger quand même. Par contre, si vous trouvez une coquerelle dans votre soupe, ce que Margalit dit, les personnes raisonnables vont prendre la marmite au complet puis envoyer ça dans la toilette parce qu'il y a une différence entre une mouche et une coquerelle. Donc, dans tout compromis mouche, c'est un compromis qui est difficile parce qu'on doit faire des compromis, on doit piler sur notre orgueil. Souvent, on doit faire ce qu'on appelle des compromis sanguins, donc quelque chose qui est hautement symbolique. Donc, par exemple, les Israéliens et les Palestiniens, les accords d'Oslo, divisés, le partage de Jérusalem, symboliquement, de part et d'autre, c'était énorme. Mais c'était au nom de la paix, donc ça valait quand même la peine. Donc, on enlève la soupe, on se bouche le nez, on se ferme les yeux, puis on la mange quand même, la soupe, là. Par contre, lorsqu'on a affaire devant nous à une personne, un régime qui met en place un régime cruel et inhumain, donc ça, c'est Hitler, c'est l'hitlérisme, c'est une coquerelle dans la soupe. On ne doit jamais accepter pareil compromis. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que Vladimir Poutine et son régime, c'est un compromis avec une mouche ou un compromis avec une coquerelle? Le fait est que Poutine, c'est un dictateur comme il y en a beaucoup d'autres sur la planète, des dictateurs dans le passé avec qui on a fait des compromis, on a fait des ententes de partenariat, que ça a été Yasser Arafat ou Saddam Hussein et tant d'autres. Voilà, donc, tu sais, on est plus dans ce cas de figure-là. Mais le problème, c'est qu'en Occident, au Canada, en Europe,
Vladimir Poutine, c'est le mal absolu. Vous avez Dimitri Soudas en fin de semaine, là, son fameux tweet, il reprend exactement cette expression-là. C'est un conflit, c'est une guerre entre le bien et le mal. Bon, ben, quand tu es dans une logique religieuse comme ça, ben, tu peux pas t'en sortir. Puis tu peux pas faire de compromis. Donc, tu continues la guerre jusqu'à la victoire finale, aussi illusoire puisse-t-elle être. Mais tu peux pas percevoir d'autres possibilités. Et toute personne qui va accepter de faire des compromis avec le mal absolu, ben, on va être obligé de mettre en place des mesures expiatoires à l'égard de cette personne-là. Donc, en ce moment, c'est Trump. Là, c'est Musk, parce que Musk est un allié de Trump. Trump est maintenant un allié de Poutine. Donc, maintenant, vous avez des gens qui veulent interdire de séjour Trump au Canada par le sommet du G7 au mois de juin. Vous avez des gens qui veulent faire retirer la citoyenneté canadienne à Musk à cause de ça. Donc, mais c'est ça, on nage dans ce délire-là parce que Vladimir Poutine, pour beaucoup de personnes en Occident, c'est le mal absolu, c'est l'équivalent d'Hitler. Donc, ça fait en sorte qu'aucun compromis est possible. Les gens qui sont dans ce mindset-là, là, comment il aurait pu, en 1945, y avoir cette célèbre photo-là de la conférence de Yalta? Comment Churchill, avec Roosevelt, aurait pu s'asseoir avec Staline, qui est, je veux dire, un des pires salauds de l'histoire de l'humanité, pour se mettre ensemble et dire, OK, là, il y a une alliance de circonstances. Là. Je veux dire, mais si on est dans une logique de bien et mal et de pureté manichéenne, cette photo-là n'existe jamais. Cette conférence-là n'existe jamais. Puis c'était pas les grands « Ah, wow, nos chers alliés, les Russes, ils ont dû manger leur pilule. » Si vous avez vu plein de films comme Imitation Game ou quoi que ce soit, autant que c'était leur allié militaire, mais il y avait plein de secrets d'État où quand ils essayaient de briser la machine Enigma des Allemands, puis le code allemand. Il y a bien des trucs qui ne voulaient rien savoir que la Russie que le sache ou partage d'informations. Il y a plein d'histoires de guerre que sur les fronts, quand finalement les forces des Alliés versus les communistes se sont comme rencontrés, ils ne sont pas arrivés « Hey, mon grand ami, c'était comme un genre de stalemate. OK, on soit là de ne pas se taper dessus, mais c'est ça, venez pas nous écœurer. » Là, c'était comme on est des alliés de connivence, mais pas plus que ça. Là, j'aimerais entendre, parce que le temps file malgré tout, là, j'aimerais entendre Jean-François sur deux affaires. Zelensky, mais d'abord Trump. Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que, autrement dit, c'est pas compliqué. Si vous cherchez à comprendre comment fonctionne la politique étrangère de Trump, c'est que lui a décidé qu'il y a certains interlocuteurs qui étaient devenus illégitimes et avec qui il n'avait pas envie de négocier. Et c'est ce qui explique ses prises de position sur à peu près tous les sujets. On a vu, bon, il a l'air à bien s'entendre avec Macron. Ça a été quand même pas si pire avec le gars de la Grande-Bretagne. Mais on voit que Trudeau, il ne peut pas le blairer. C'est ce qui explique ce qu'on appelle dans le jargon le shit-posting diplomacy. Là. Toutes les histoires de 50 ans. Il n'arrêtera pas. Hein. Moi, je pense que tant et aussi longtemps que Trudeau va être là, il n'arrêtera pas avec l'histoire du gouverneur Trudeau et tout ça. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que Zelensky, il pense que ce n'est plus un interlocuteur crédible pour vraiment régler cette affaire-là et avoir un processus de paix. Puis tant et aussi longtemps que lui va être là, il va avoir cette posture-là. Est-ce que tu es d'accord avec cette grille de lecture-là? Oui, ben, je pense qu'il y a deux aspects dans le cas de Trump dans son jugement d'autrui. C'est la dimension personnelle. On se souviendra qu'à un sommet de l'OTAN en Grande-Bretagne, Trudeau, dans une discussion, il y avait Macron, puis je me souviens pas qui d'autre. Boris Johnson. Avec Johnson, il se moquait ouvertement de Trump. Ça est resté sur le cœur. Puis aussi au sommet du G7 à Charlevoix en 2018, 2019. Quelque chose comme ça. Il y a eu encore une fois une promesse rompue, puis ça a créé un schisme avec Trump à ce moment-là. Donc, Trump, faut pas lui mentir, faut pas se moquer de lui, parce que Trump étant ce qu'il est, quand ça devient personnel, il l'oublie pas, puis il va s'en souvenir jusqu'à sa mort. Starmer, trop nouveau, il a été élu l'été dernier, il n'a pas encore eu le temps de faire quelque chose pour une crotte sur le cœur. Macron, notez que Macron l'a jamais insulté, il a toujours été extrêmement poli, des visites d'État, il est toujours reçu là, comme un roi. Donc ça flatte l'ego de Trump, puis c'est la raison pour laquelle il conserve des bonnes relations avec Macron, même si dans les faits, il se contrefout pas mal là, de la France et de ses intérêts. Mais sur le plan personnel, Macron était assez habile pour pas tomber dans le panneau de Trudeau. Le truc, c'est que Zelensky,
il y a 10 jours à peu près de ça, il y a eu une conversation téléphonique avec Trump, Vance puis Marco Rubio où ils ont évoqué le truc de la deal sur les terres rares. Puis la réponse de Zelensky, ça vient de Marco Rubio en entrevue. Il a résumé la situation, comment ça s'est passé. Zelensky leur aurait dit, écoutez, la décision ne relève pas de moi, elle doit relever du Parlement ukrainien. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse, je dois en référer aux députés. Je vais leur demander ce qu'ils en pensent, puis si leur réponse est positive, je vous reviendrai avec une réponse en ce sens-là. Trump, d'accord, très bien, c'est la procédure dans ton pays, vas-y, puis tiens-nous au courant. Une journée ou deux après, Zelensky, en pleine entrevue, dit « Ouais, Trump a évoqué cette possibilité-là, puis je lui ai dit carrément non, que c'était inacceptable, que je n'allais pas céder les ressources naturelles de mon pays, hypothéquer l'avenir de mon pays comme ça. » Et Trump, là, dit « Hey, minute, toi là, tu m'as dit il y a une journée ou deux, là, totalement l'inverse. » Donc, le lien de confiance a été rompu à ce moment-là, puis ça a coïncidé avec le moment où il l'a traité de dictateur, puis etc., etc. Parce que c'était plus aux yeux de Trump, c'était plus un interlocuteur digne de confiance. Fait que ça, premier élément dans le cas de Trump, de sa politique étrangère, c'est personnel. L'autre chose, est-ce que ton État peut m'apporter quelque chose en termes d'intérêt stratégique? Si c'est le cas, je vais tisser des liens de partenariat avec toi. L'Arabie Saoudite, en ce moment, c'est un partenaire. Pourquoi? Parce que, pour différentes raisons. D'une part, parce que les entreprises Trump ont beaucoup d'intérêt en Arabie Saoudite, puis le prince Mohammed Ben Salman s'est montré ouvert. Donc, on parle d'investissements de l'ordre de 2 milliards de dollars. Donc, il y a cet aspect-là qui fait en sorte que Trump veut des bonnes relations entre les États-Unis puis l'Arabie Saoudite. Mais il y a aussi le fait que l'Arabie Saoudite est perçue par les États-Unis comme étant un partenaire potentiel dans le règlement du conflit au Proche-Orient. Donc, ça, c'est dans l'intérêt des États-Unis d'avoir un interlocuteur comme ça, influent, qui va pouvoir peser sur le Hamas, le Hezbollah, puis les groupes palestiniens. Donc, Ben Salman est d'une utilité pour Trump. Donc, Trump va nourrir des bonnes relations avec lui, tout comme Poutine en ce moment. Parce que l'objectif là, des États-Unis, je l'ai dit là, un autre podcast, le principal ennemi des États-Unis, c'est pas la Russie, c'est la Chine. La Chine. Donc, Trump, là, dans sa perspective, tout ce qu'il peut faire pour pouvoir affaiblir la Chine, il va le faire, ça vaut la peine. Puis la principale conséquence géostratégique de ce conflit-là depuis 3 ans, ça a été là, le resserrement des liens, cette alliance stratégique-là que les Russes ont faite avec les Chinois. Ça, c'est 2 superpuissances mises ensemble qui posent une rivalité extrêmement importante aux États-Unis. Donc, tout ce que les États-Unis peuvent faire pour diviser autant que possible les Russes des Chinois, ça vaut la peine. Donc, c'est la raison pour laquelle Trump est prêt à renouer les liens diplomatiques avec la Russie, mais surtout renouer les liens commerciaux avec la Russie. Parce que la Russie en a aussi de besoin. Elle est trop liée maintenant à la Chine, elle est trop dépendante à la Chine. Vladimir Poutine a aussi besoin de diversifier son économie, diversifier ses échanges. Donc, encore une fois, de part et d'autre, il se voit une utilité mutuelle. Dans le cas du Canada, c'est quoi l'utilité du Canada pour les États-Unis? Un pays qui est rongé par l'ingérence étrangère dans son processus politique, un pays qui est incapable de défendre ses frontières, notamment l'Arctique. Pas un partenaire fiable, ça, là. Puis les Européens, et ça, ils s'abreuvent aux tétines des États-Unis. Ils n'ont plus d'armée depuis quasiment 20 ans. Depuis 80 ans, ils s'abreuvent aux tétines des Américains, puis ils se fient sur le bouclier nucléaire américain pour les défendre. Puis les Américains contribuent à hauteur de je ne sais pas combien de pourcentage du budget total de l'OTAN, alors que les pays européens ne font pas leur juste part. Dans l'esprit de Trump, c'est vous me servez à quoi? Vous êtes une dépense nette, puis en plus, mon économie a un déficit commercial avec la vôtre, donc vous êtes une dépense nette pour moi, vous êtes une nuisance. Pourquoi est-ce que j'aurais la moindre considération pour vous? Dans la politique étrangère de Trump, il y a ces 2 éléments-là qu'on doit prendre en considération. Oui. Puis Zelensky, le lien de confiance a été rompu. Puis dans l'intérêt de Trump, c'est qu'il y a la paix en Ukraine pour que les compagnies américaines puissent exploiter les terres rares. Or, Zelensky n'est pas favorable à ça. Il veut la poursuite de la guerre. Puis tant aussi longtemps que la guerre va continuer, les entreprises américaines ne pourront pas aller exploiter les terres rares et les autres ressources naturelles. Exact. Du pays. Donc, en le vilipendant puis en disant c'est un dictateur, ce qu'il cherche aussi à faire, c'est d'affaiblir sa crédibilité, sa légitimité aux yeux des Ukrainiens pour qu'il remplace par un président qui, Trump l'espère, va être plus conciliant à l'égard des intérêts américains. Tout est un calcul. C'est ça. Puis ce qui est difficile à comprendre, c'est quel game, ou en tout cas, c'est quoi la stratégie de Zelensky là-dedans, parce que, comme on le rappelait dans cet article-là sur Pilule Rouge, le ton de Zelensky
versus ce qu'on a vu dans la rencontre, ça n'a aucun rapport. Là. Donc, il est sorti de cette rencontre-là en nous disant « Merci les États-Unis. Donc, thank you America, thank you for your support, thank you for this visit, thank you POTUS ». Donc, il tag le président des États-Unis dans son message sur X. « Congress and the American people, Ukraine need just and lasting peace and we are working exactly for that ». Là, il dit « Merci aux États-Unis, merci pour votre support, merci pour la visite, merci président Trump, merci au Congrès, merci au peuple américain. L'Ukraine a besoin d'une paix juste et durable et c'est là-dessus qu'on travaille. » Alors qu'une heure avant, il avait murmuré 2 fois plutôt qu'une enfant de chienne à l'égard de J.D. Vance. Et là, le 1er mars, donc il y a 2 jours, il recommence et dit c'est crucial d'avoir le support de président Trump. Il veut finir la guerre, mais personne ne veut plus la paix que nous. Nous sommes ceux qui vivent la guerre en Ukraine. C'est une lutte pour la liberté, c'est une lutte pour la survie. Donc là, on dirait on dirait que d'un côté, il essaie de remettre la pâte à dents dans le tube, en disant, genre, voici, les États-Unis sont notre allié, Trump est notre ami, tout ça, mais d'un autre côté, il se tourne vers les dirigeants européens qui, eux, font passer le message que, Trump, les États-Unis, c'est terminé, ils nous ont trahis, ils sont rendus alignés avec Poutine ou je sais pas trop quoi. On se demande quasiment si c'est pas l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis qui n'a pas écrit les tweets, elle qui était vraiment en mode facepalm. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je disais au début de l'entrevue, c'est un point sur lequel il y a à peu près personne qui l'a évoqué. C'est que le succès de la visite de Zelensky dans les heures qui ont suivi là, sa rebuffade à Washington là, est indéniable là, parce qu'il vient de renouveler l'enthousiasme européen à l'égard de la cause ukrainienne. La Grande-Bretagne vient de leur donner un prêt de plus de 2 milliards de livres sterling, puis le reste de l'Europe aussi en grande partie, c'est pas unanime, mais a aussi convenu qu'il fallait poursuivre la lutte. Puis évidemment, les honnêtes leaders ukrainiens jubilent à cette idée-là que la manne va continuer à pleuvoir sur eux. Donc en fait, on pourrait presque dire que Zelensky voulait que son voyage à Washington soit un échec. Parce que, tu sais là, des rencontres là, au sommet comme ça là, entre chefs d'État, tout est canné d'avance. Là. Tout a été négocié à l'avance par les ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs, puis toutes des équipes techniques, des fonctionnaires. Donc, quand les chefs d'État arrivent ensemble, là, ils se serrent la main, ils signent le document, puis tout. Tu sais, il n'y a pas de débat, tout a déjà été réglé d'avance. Puis, souvenez-vous de la face de Rubio sur le sofa à côté de Vance. Il n'avait pas l'air content, là. Il n'avait pas l'air content du tout, là. Il avait l'air renfrogné, puis en disant, si boire, là, tu sais, j'ai passé les derniers jours à négocier cette deal-là, puis là, clairement, là, Zelensky, il ne signera pas. Puis en parallèle, l'ambassadrice ukrainienne qui est dans le bureau ovale, assise sur une chaise, là, elle écoute Zelensky, puis elle est complètement découragée. Elle a la même réaction de Rubio. Moi, ce que ça me laisse entendre, c'est qu'ils avaient effectivement, ces deux-là, négocié la deal, puis là, Zelensky devait aller à Washington, puis la signer, puis ça... Puis là, Zelensky a tout fait capoter. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'a pas fait ça délibérément pour tout de suite, par la suite, aller en Europe, puis là, renouveler cet enthousiasme-là, puis les pays européens se serrent la ceinture, puis là, maintenant, là, c'est nous qui allons prendre le relais du départ des États-Unis dans ce conflit-là, puis on va continuer à vous soutenir jusqu'à la fin, puis vous avez des politiciens qui demandent là, que l'Union européenne engage des prêts de l'ordre de 500 milliards d'euros pour sécuriser le continent, puis continuer la lutte. À quelque part, là, tu te dis, en tout cas, pour un échec là, à Washington, là, il s'en sort, ma foi, plutôt bien, parce que là, il y a un soutien comme il n'y en a jamais eu depuis 3 ans de la part des Européens et de leur population, qui là, maintenant, voient en Trump l'ennemi absolu, aussi pire que Vladimir Encore là, est-ce que c'est suffisant? Parce qu'encore là, on s'entend... Quand j'ai vu Starmer, on promet un prêt de 2 milliards. Ben oui, parce que ça va tellement bien au Royaume-Uni présentement. C'est pas comme vous avez des surplus à côté. On a des nations européennes endettées comme c'est pas possible, avec une armée quasiment désuète qui est clairement pas prête à un conflit de haute intensité, qui continue à envoyer du cash qu'ils n'ont littéralement pas à une nation que clairement, militairement, on a essayé, mais ils ont perdu. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je vais te laisser répondre après, Jean-François. C'est que l'adhésion populaire à ce soutien-là aux États-Unis est tombée, là. Elle est tombée. Trump le sait. C'est pour ça qu'il agit comme il agit. Il le sait très bien. On a analysé le sondage. Mais c'est ça, on a analysé les sondages qui est parrainé par l'Université de Harvard la semaine passée. Il y avait une question sur la politique étrangère de l'Ukraine. Les Américains soutiennent l'Ukraine philosophiquement,
mais ils sont tannés monétairement d'être embarqués là-dedans. C'est ça, c'est le point. Ça, Trump le sait. Et Trump, il sait qu'il est en train de progressivement perdre son pari de mettre fin à... Il avait dit qu'il ferait ça en 24 heures. Tout le monde voit que... Tout le monde voit que c'est plus compliqué qu'il pensait. Ça n'arrivera pas. Par contre, il lui reste une porte de sortie. Et cette porte de sortie-là, c'est de montrer au peuple américain qu'il l'a dompté, le petit baveux, qui vient lui quêter de l'argent à tout bout de champ. Et ça, cette opération-là est réussie. Moi, je suivais les réactions sur les réseaux sociaux. De la plupart des... Et le commentaire qui revenait le plus souvent, c'est Zelensky a manqué de respect à notre nation. Il s'est foutu de notre gueule. Ouais. Ça, c'est la réaction des gens. Je ne vous dis pas que je suis d'accord. C'est la réaction que je voyais des Américains moyens. Mais dans le cas des pays européens, ce que Joey disait, c'est qu'eux, ils n'ont pas le choix. Parce que l'adhésion, là, elle n'est que philosophique. Oui, c'est du signalement de vertu. Oui, mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que quand je dis qu'elle n'est que philosophique, c'est que le jour, ils savent très bien que le jour où ils vont dire on prend des militaires, puis on les envoie là-bas sur le terrain, le taux d'approbation, là, il va faire ça comme ça, puis ça ne repartira jamais de l'autre bord. Parce que les gens sont prêts à tous les sacrifices métaphorique et philosophique, mais les vrais sacrifices de s'en aller sur le terrain ou de voir son niveau de vie se dégrader, il n'y a personne qui est prêt à le prendre pour une guerre d'un autre pays. C'est la société chalet, c'est la guerre en pantoufle dans son salon. Puis... C'est ça. Mais c'est parce que dans le cas aussi de Trump, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de paix qui va être signée en Ukraine. Là, parce que là, clairement, les Européens vont continuer à pomper du fric en Ukraine et les Ukrainiens vont continuer à combattre. Donc, les Russes ne vont pas signer un accord de paix, là. Si les gens en phase 2 dans les tranchées déposent pas les armes puis continuent à se battre. Donc, c'est aussi une façon pour Trump de dire, ben écoutez, moi, j'ai tout fait, mais ces gens-là, là, ils veulent rien entendre. Ils vivent dans un monde parallèle. Ils veulent pas faire la paix. Ils veulent continuer le combat jusqu'à la fin. Ben, qui mènent le combat tout seul. Moi, j'ai tout essayé. Maintenant, c'est plus notre problème. Fait que c'est une façon aussi de se dédouaner puis de dire, ben là, tous ces efforts-là de négociation de paix, là, forget it, là, ça donne rien. Ils veulent rien comprendre. L'autre chose, la Grande-Bretagne, pourquoi maintenant la Grande-Bretagne est si impliquée, mène la charge dans le combat européen pour la poursuite du combat du soutien à l'Ukraine? Allez, c'est sur le site de Keir Starmer, là, je ne l'invente pas. Le 16 janvier dernier, 4 jours avant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, la Grande-Bretagne et l'Ukraine ont signé un accord de partenariat de 100 ans, qui prévoit le versement annuel de 3 milliards de dollars jusqu'à la victoire finale. Ça a été signé le 16 janvier dernier. Et ce qui aurait été aussi signé à ce moment-là, c'est que Zelensky aurait promis à ce moment-là la gestion des terres rares et des ressources naturelles à la Grande-Bretagne. La raison aussi pour laquelle peut-être il aurait fait déraper la réunion de vendredi à la Maison-Blanche, c'était qu'il ne pouvait pas signer la deal. Ils avaient déjà promis à d'autres. Pour céder les terres rares. Exactement, ils avaient déjà promis à d'autres. Donc là, pourquoi la Grande-Bretagne, soudainement, là, 2 milliards, 3 milliards, puis là, let's go, on continue. Parce que pour la Grande-Bretagne, c'est dans l'intérêt c'est dans leur intérêt que la lutte se poursuive pour que, ils l'espèrent, les Ukrainiens soient en mesure de reprendre l'initiative, soient en mesure de freiner l'offensive russe et que ça force les Russes à signer un accord de paix sur les lignes de contact du moment. Et là, si c'est le cas, ben là, les Britanniques vont être en mesure de se rembourser en gérant les terres rares. Ce que tu dis, juste pour parce qu'il y a des gens qui sont en audio, ce que je fais apparaître à l'écran, c'est la référence de ce que tu es en train de dire. Donc, cabinet du premier ministre au 10 Downing Street, déclaration de partenariat centenaire entre le Royaume-Uni et l'Ukraine. Donc, on dit l'accord de partenariat centenaire signé le 16 janvier 2025 entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord et l'Ukraine. Les deux parties ont parvenu aux accords suivants: établir une coopération de base industrielle solide et étroite en matière de défense. Bon, puis là, on descend. On dit que le Royaume-Uni s'engage à identifier les besoins militaires, tout ça, sécurité, mais c'est ça, il y a différents piliers là-dedans, là, le maritime, et c'est dans économie et commerce là, il y a une entente de libre-échange là-dedans, il y a une entente sur les terres rares, Vers l'article 11. Habituellement, là, tous les accords comme ça, c'est toujours... En fait, l'entente ne couvre que les éléments qui sont mentionnés dans le dit document. C'est toujours comme ça que ces accords-là sont écrits. À l'article 11, c'est la dernière disposition, c'est comme s'il laisse la porte ouverte à ce que d'autres considérations puissent éventuellement faire partie de cet accord-là. Donc, c'est pour ça, là, évidemment, le truc sur les terres rares, là, c'est pas dans l'accord, là.
Ouais. mais c'est comme un accord annexe gardé secret. Donc, si c'est le cas, ben, cette entente-là, à l'article 11, permet là, d'ajouter Ouais, c'est ça. d'éventuels Il faut juste annexes savoir lire entre les de, lignes, là. C'est ce qui est. Ah oui, Mais, mais mais ça évidemment, vient c'est rempli de ça, patentes en plus là-dedans, là, pour faire progresser l'égalité, la Ben oui, discrimination of des. course. Of course, là. Hey, nous défendrons fameux, l'égalité. Écoute bien ça. Nous défendrons l'égalité des sexes, et compris la violence sexuelle liée au conflit VLSC. Bon, bref, on va les. un nouvel Ouais, acronyme, c'est ça. ça. Là. OK. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence, là, mais vous avez compris, là, il y a un peu de sauce là-dedans, là, un peu de déminage non genré là-dedans. Là. Mais ça vient d'un journal tchèque qui a sorti cette histoire-là en fin de semaine sur la base de fuites des services de renseignement ukrainiens. Puis ce journal tchèque-là, dans le passé, a quand même sorti des scoops qui se sont avérés être vrais. Donc, ça peut peut-être expliquer la raison pour laquelle c'est les Britanniques qui mènent la charge, puis à quel point les Américains maintenant, tu sais, Trump, c'est I don't care anymore. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas accès aux terres rares. C'est pas les compagnies américaines qui vont gérer les terres rares ukrainiennes. Fait que, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce conflit-là? Maintenant, absolument rien. Plus rien. Donc, c'est peut-être ça aussi qui explique pourquoi il y a eu absolument aucun scrupule à virer Ouais. Zelensky de son bureau comme un Mais d'un autre côté, vendredi Trump passé, nous a là. annoncé qu'il serait sur le point d'annoncer un terrific deal entre les États-Unis et l'Union et le Royaume-Uni. Fait que je ne sais pas trop c'est quoi qui. C'est ça l'affaire, c'est que les gens réagissent à des micro-événements. Ah, cette clip de 30 secondes, mais en réalité, on est dans un. Pour reprendre une métaphore sportive, on est dans des échanges à 3-4 clubs impliqués avec des choix conditionnels de s'il se passe ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui nous passent carrément en haut de la tête. Écoute, dernière question que je voulais te poser. Il y a des gens, j'ai vu notamment, je pense à Benjamin Tremblay qui disait ça. Il y a plusieurs personnes qui disent que Zelensky, là, il joue sa carrière politique dans les prochaines semaines, prochaines heures. Là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Penses-tu que l'histoire à la Maison-Blanche, pour lui, c'est autant de l'interne que de l'externe? C'est comme ça passe ou ça casse? Là? Écoute, moi, ce que j'ai lu dans les différents médias qui rapportent ce qui se passe en Ukraine, c'est que les Ukrainiens sont globalement satisfaits qui ait tenu tête à Trump vendredi dernier. Donc, on peut en conclure que sa légitimité démocratique aux yeux de l'électorat aurait augmenté. Si effectivement les Européens continuent à fournir du matériel, de l'aide militaire aux yeux des nationalistes ukrainiens, Zelensky demeure un héros. Fait que faudra voir, mais évidemment, c'est que Ouais. des hypothèses parce que les sondages qui sont faits en ce moment en Ukraine, on peut douter un peu de Ouais. leur fiabilité. Il y a beaucoup de variations entre les différents sondages. C'est la loi martiale aussi, là, en Ukraine, donc des opposants politiques qui ont été arrêtés, des députés d'ailleurs, des partis d'opposition qui ont été bannis. Donc, est-ce que les gens, comme on dit en anglais, really speak their mind? Est-ce que les gens sont vraiment honnêtes? C'est une autre question. Mais je pense que je vous l'ai déjà dit. En fait, dans ce conflit-là, Zelensky joue sa vie aux yeux des nationalistes ukrainiens qui accepteront jamais une partition du pays, là. Mais jamais, là. Et n'importe quel leader politique qui va accepter de signer un accord de cessez-le-feu avec la Russie, dans lequel l'Ukraine va concéder une partie du territoire, ce politicien-là, ça va être comme les politiciens allemands qui ont signé l'armistice en 1918, le traité de Versailles, qui sont à peu près toutes faites assassiner dans les années qui ont suivi par des groupes fascistes d'extrême droite. Vous pouvez être sûr que n'importe quel politicien, Zelensky en premier, se ferait assassiner par un élément nationaliste ukrainien s'il en venait à valider là, la partition du pays. Donc, mais c'est fou, pareil, comment dans les médias, on nous a présenté ce qui s'est passé comme une défaite pour tout le monde, une défaite pour les États-Unis, une défaite pour l'Ukraine, une défaite pour tout le monde. Mais finalement, quand tu regardes ça un peu froidement, tu te dis, ben, l'Ukraine repart de là. Ils n'ont pas de deal avec les États-Unis, mais ils ont un commitment de l'Europe comme jamais ils en ont eu. La Grande-Bretagne a son accord sur les terres rares, aurait son entente avec l'Ukraine centenaire. Et les États-Unis, l'administration Trump, qui pousse depuis des années pour que l'Europe prenne enfin en main la défense de son territoire. Voilà. Finalement, eux peuvent dire, ben, regardez, ça fait des années qu'on leur dit. Ils ont enfin compris. Au final, c'est comme si on nous a présenté un scénario dans lequel tout le monde perdait, mais on dirait qu'au final, tout le monde a eu ce qu'il voulait un peu. C'est
Il y a des perdants. Il y a des perdants, puis c'est les jeunes hommes ukrainiens qui vont continuer à se faire buter. Ça, dans c'est les toujours la tranchées même du Donbass. affaire. À la guerre, c'est toujours le peuple qui est là dans le cul. Là. Je lisais un bouquin en fin de semaine qui expliquait bien que lors de la présidence Obama, si vous allez voir même le premier discours à l'étranger qu'avait fait Joe Biden à l'époque en tant que vice-président, il nous disait que c'était là, il fallait en finir avec l'histoire que les Russes sont nos ennemis, les Russes étaient maintenant nos amis, on a des partenariats. Il disait même à l'époque que un des objectifs premiers, ça je vous niaise pas, un des objectifs premiers de l'administration Obama était de faire rentrer la Russie dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc, pour avoir accès à certains traités, puis Macron présentait les Russes comme des partenaires dans la lutte au terrorisme en Syrie, notamment. Donc, et à l'époque, qui était ridiculisé pour dire non, non, attention, les Russes sont dangereux, ils sont nos ennemis? Mitt Romney, qui était candidat pour les Républicains. Et il y a un discours de Barack Obama que vous pouvez retrouver sur Internet qui dit que Mitt Romney vit dans sa tête à l'époque de la guerre froide et qu'on est rendu ailleurs. Donc, vous voyez à quel point le monde, tout change, le monde, c'est... La politique, c'est ça. La politique, c'est une guerre. Puis un bon général, c'est un général qui est capable de s'adapter aux circonstances puis de modifier sa stratégie au bon moment. Bref, d'être opportuniste. La politique, c'est ça. Mais maintenant, au Canada surtout, les gens s'imaginent que la politique, c'est une affaire de... En fait, ça devrait être une question de principe, puis c'est pour le bien absolu. Ça devrait être comme ça, mais c'est pas ça. Je pense qu'on a assez d'expérience pour savoir que c'est pas ça. Mais les gens ont perdu conscience de cette réalité-là, puis ils sont ancrés dans un monde de licorne, un monde où l'idéal devrait prévaloir. Oui, ça devrait être le cas, mais les hommes sont pas comme ça. Les relations entre les États fonctionnent pas comme ça. Mais ça s'imagine que plus on va pousser dans cette direction-là, plus on va être en mesure de changer le comportement des hommes puis des États. Mais c'est rêvant en couleur, là. Puis tous les leaders politiques au Canada, là, ils vivent sur cette planète-là. Là. Donc, ça fait en sorte que la sphère politique canadienne, c'est une sphère qui est dans une très large mesure complètement déconnectée de la réalité. C'est la raison pour laquelle vous avez des politiciens mainstream comme Chrystia Freeland qui avouent ouvertement il faudrait qu'on fasse une entente de partenariat avec des partenaires nucléaires parce que les Américains nous menacent. Puis là, vous avez une ancienne ambassadrice, vous avez un prof de l'UQAM. Raoul Dandurand matin qui dit que Trump est un agent double russe, puis toute la gang. C'est la vieille spin de Canada, 2016. Le Canada, c'est la prochaine Ukraine, là, puis Alouette, là. Mais dans l'esprit de ces gens-là, c'est normal, c'est comme ça. Puis les analystes, ils en viennent même plus à remettre en cause, à remettre en question des raisonnements de cette nature-là. Écoutez, chers auditeurs, cette émission avec le prof Caron vous a été présentée par nos 3 commanditaires, donc ranchbrand.ca pour avoir tous vos vêtements. Utilisez votre code promo Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration et TLF Dessin, notre plus récent commanditaire pour toutes vos demandes en matière de dessin industriel dans le domaine de la construction. Merci Jean-François d'avoir été là. C'était bien éclairant. J'espère que ça permet aux auditeurs de se faire une tête un peu. On essaie autant que possible d'essayer de comprendre le point de vue des diverses manières de voir ça. En ce moment, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup d'hystérie, beaucoup de folie. Moi, je pense qu'on n'arrivera à rien, on ne comprendra rien. En fait, on revient à où on était la première fois qu'on s'est parlé de ce sujet-là en 2022. On est de retour à l'émotivité pure, aux réactions sensationnalistes dans le but de montrer qu'on est une bonne personne. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut revenir sur Terre, essayer de voir c'est quoi les enjeux qui sont présents, puis c'est ce qu'on a essayé modestement de faire aujourd'hui. Donc, on invite les gens à te suivre sur ton balado avec Jocelyn Coulon. Vous recevez plein d'invités. Donc, l'État du monde, cherchez ça sur YouTube. Ceux qui ne le connaissent pas encore, vous allez trouver tout ce que vous avez à trouver. Merci Jean-François. Merci, bonne journée. Yes.